Yes! Bon lundi tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble qu'est-ce qui nous attend cette semaine sur les marchés. On vient de terminer un stretch très important qui était le Quad Opex vendredi passé, donc un événement qu'on parlait depuis déjà quelques semaines qui rendrait les choses un peu plus complexes, là. On va se le dire, depuis fin août, début septembre, c'est assez difficile. On est dans un range. On va nulle part, on fait pas grand-chose. Beaucoup de journées qui sont choppy, qui sont sideways. Des journées là, qui sont vraiment difficiles à transiger avec très peu de continuation. Et évidemment, là, la semaine précédente, c'était le CPI. Là, la semaine passée, c'était le Quad Opex. Tous des événements qui sont assez importants. Le Quad Opex, on le sait, c'est quelque chose de critique, c'est quelque chose qu'on va voir potentiellement un repositionnement. On va voir aussi est-ce que le marché est capable de réaliser la volatilité d'ici la fin de l'année. Est-ce qu'on continue à être sideways slash up? C'est tout ce qu'on va regarder ensemble cette semaine. Puis, comme d'habitude, on va commencer ça avec un petit retour sur la semaine dernière. Donc, qu'est-ce qu'on surveillait? Comme je mentionnais là, la semaine passée, j'étais pas en mesure de vous dire exactement OK, mon bias est vers tel endroit ou vers telle direction, parce qu'on était dans ce range-là ici. Donc, je mentionnais vouloir surveiller comment on allait réagir à l'intérieur de ce void-là ici, et on a vraiment, là, honnêtement, fait un peu n'importe quoi. On a rejeté initialement, pas été capable de prendre l'expansion sur le downside, n'a pas réussi à faire de lower low. Je vous parlais de ce low-là comme étant critique. On l'a gardé en place, pas en mesure de le prendre. Par la suite, un autre rallye, jeudi, journée quand même, sans dire surprenante, mais assez forte, et on a closé pour la première fois over le void. Donc à ce moment-là, ça pouvait nous laisser présager peut-être une certaine continuation. Par contre, on le sait, les semaines OPEX, surtout les semaines Quad OPEX, c'est-à-dire les expirations du corps, c'est quelque chose qui est encore plus important côté positionnement, etc. Et sans dire que n'importe quoi peut arriver, mais c'est pas surprenant de voir ce genre de sell-off-là qu'on a eu vendredi. Donc, on a quand même, là, on n'a jamais eu qu'est-ce que je voulais voir, c'est-à-dire sortir de façon claire du void ici. Donc, on n'a pas eu la confirmation sur le upside à l'exception de jeudi, mais immédiatement vendredi matin, ça s'est fait invalider. Et maintenant, on a closé under. Donc, est-ce que ça peut être quelque chose qui nous intéresse cette semaine? On voit la journée d'aujourd'hui, là, pour l'instant, encore une fois, pas été capable de prendre l'expansion, mais on va y arriver tantôt. Donc, semaine dernière, là, honnêtement, très satisfait de mon trading, autant que les 2 semaines précédentes avaient été excessivement difficile de mon côté, exécution qui était là, mais gestion des trades qui étaient moyennes. La semaine passée, même si on était dans du tight range, on a réussi à snapper 4 excellents trades de qualité. On a pris des profits aux endroits stratégiques et avec raison parce qu'on n'a jamais eu non plus là, le follow-through là-dessus. Donc IS, toujours dans un range et avec le sell-off de vendredi, ça nous ramène là, pratiquement à un point de départ. Si on regarde du côté du Nasdaq, qu'est-ce qu'il nous a donné la semaine passée, c'était similaire quand même. On n'a pas été capable de sortir nécessairement. T'sais. On était dans ça ici, dans celui-là. On donnait un support. On a essayé de flipper celui-là ici, qui n'est pas identifié, mais qui était ce qu'on surveillait. On a closé over directement lundi, back under mardi avec une expansion down, sans être capable, encore une fois, d'accélérer en dessous des niveaux clés. Puis jeudi, un autre rebond. Donc vraiment dans un range, rien à faire là-dedans. Je veux dire, rien à faire là-dedans, côté swing trading, etc. Quand que je vois un marché comme ça, c'est tous des éléments c'est des choses qui ne m'intéressent pas. On a réussi à le day trader de façon très prudente, mais encore une fois, on parle d'une semaine à 4-5 trades, alors que généralement, on peut peut-être en prendre peut-être 7 à 8 dans une semaine qui est un peu plus excitante, mais dans des conditions qui sont un peu plus restreintes, un peu plus difficiles. C'est important d'être conscient que la protection du capital prend encore plus de sens que, en fait, ça doit toujours être votre règle numéro un, mais dans des semaines comme celle-là, c'est encore pire. Donc, on voit ça pour ça. Le dollar US, ça a été un peu tricky. Un autre élément là, qui complexifiait tout ça, c'est le fait qu'on avait un énorme offset, encore une fois, avec le dollar US. On avait un dollar US très fort cette semaine. On a eu un pullback lundi dans une zone qu'on avait de l'intérêt. Puis, par la suite, on est allé livrer les objectifs qu'on avait, le gap ici, de façon assez agressive, alors que les indices n'ont pas nécessairement eu ce downside-là. Donc, quand même intéressant de voir ça. Sinon, du côté des yields, rapidement, la semaine passée, là, pas grand-chose sideway. On en parlera un petit peu plus en détail tantôt. Cette semaine, qu'est-ce qui nous attend? C'est une semaine post-OPEX. Donc, la première semaine après un OPEX, comme j'ai dit, c'est un quad OPEX encore plus important. C'est assurément quelque chose qu'on va surveiller. On va en parler un petit peu tantôt. Mais côté des événements, cette semaine, c'est quand même assez mollo. Sauf qu'on a un des 3 éléments les plus importants, c'est-à-dire le FOMC Meetings, donc le statement de la Fed à 14h mercredi. C'est ce qui va avoir notre intérêt cette semaine.
La semaine devrait être framée autour de cet événement-là. Donc aujourd'hui, je vous dirais que ça a été très difficile. Ce matin, quand même eu des opportunités, là, mais pas un très très beau price action. Beaucoup d'incohésion entre les différents indices. C'est pas ce qu'on veut transiger. Demain, la journée avant un FOMC, généralement, on veut être excessivement prudent. Mercredi matin, je vous déconseille fortement de transiger ça. Par contre, à partir de 14h30, 15h, le Power Hour demain pourrait être intéressant après l'annonce de la Fed. Jeudi, jobless claim habituel, Fed Manufacturing Index à 8h30, des choses que vous voulez avoir sur votre calendrier quand même intéressantes. Existing Home Sales à 10h, donc jeudi, je m'attends à une journée qui risque d'être très favorable. Vendredi, encore une fois, pas grand-chose, autre les PMI à 9h45, donc ça, c'est quand même quelque chose d'important aussi. Je ne suis pas un fan de 9h45 personnellement, mais il reste que il faut être conscient de cet événement-là vendredi matin. Donc, semaine, on pourrait dire relax, mais au final, un FOMC, c'est jamais relax. Donc, on a une semaine quand même intéressante. Avec le FOMC, tout devrait framer à partir de mercredi, fin de journée, jeudi. Là, je pense qu'on va pouvoir probablement se libérer un peu de ce fameux range qu'on a. Donc, si on arrive là-dessus, justement, on est rendu là. Qu'est-ce qu'on regarde cette semaine? C'est quelque chose que j'ai répété à peu près 1500 fois dans les lives la semaine passée. À tous les matins, by the way, si jamais ça vous intéresse, le lien dans la description, venez trader avec nous autres. Mais qu'est-ce que je mentionnais, c'est quand on n'a pas de bias établi sur des gros time frames, c'est-à-dire la monthly chart ou la weekly chart, ça devient plus difficile de faire confiance à notre trading sur les petits time frames. Puis là, ça peut avoir l'air complètement nono. Là, vous allez dire, Matt, c'est quoi le lien avec la monthly chart puis ma chart en 1 minute? Mais la réalité, c'est que c'est beaucoup plus que vous pensez. La weekly chart, la monthly chart vont vous dire vers où on veut se diriger, alors qu'on va framer ces trades-là sur des plus petits time frames par la suite. Quand le backing des gros time frames n'est pas là et qu'on est dans le néant, qu'on ne sait pas où qu'on s'en va, ben ça fait en sorte que il n'y a pas beaucoup de continuation sur les mouvements intraday. Il n'y a pas il y a pas un range excessivement large comme on a l'habitude de voir généralement. Tu sais, on a eu quand même 1, 2, 3, 4, 5, j'exagère peut-être, mais disons au moins 2 mois d'expansion. Maintenant, on est dans une certaine consolidation qui n'est pas la fin du monde, mais il faut en être conscient. Puis c'est une des raisons pour lesquelles il faut s'adapter et comprendre un peu qu'est-ce qu'on fait. Parce que si vous essayez de trader le dernier mois, les dernières semaines, de la même façon que tout le temps, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut s'adapter. Et en ce moment, la weekly chart, autant qu'il y a de ça comme en août, je vous disais, OK, j'aime vraiment qu'on navigue vers ces zones-là. Donc, on veut voir le price action aller par là. Que maintenant, je sais pas quoi vous dire, honnêtement. Puis c'est pas que je ne sais pas parce que je connais fuck all, c'est juste que la monthly chart ne nous dit rien actuellement. Oui, évidemment, les highs peuvent être intéressants, le low peut être intéressant, mais en ce moment, on n'est pas là. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On peut aller voir sur la weekly chart. Évidemment, on aime déjà là, le fait que la monthly chart ne nous dise pas grand-chose, ça complexifie un petit peu les choses directement en weekly. Qu'est-ce qu'on a en weekly? Ben, c'est un peu la même chose. Vous voyez, on a eu notre pullback / retracement, un rallye un petit peu plus important que qu'est-ce qu'on aurait voulu pour voir une certaine continuation down. Et là, on a 3 semaines inside week consécutives. En fait, celle-là, inside week. Donc, c'est sûr que là, ce matin, on vient de sortir en dessous, là, c'est quand même à considérer, on va en parler tantôt. Mais, tu sais, je veux dire, ça fait 2 semaines qu'on ne peut pas s'attendre à grand-chose. Tant qu'on navigue à l'intérieur du range de la semaine précédente, on ne peut pas savoir où est-ce qu'on va aller. Évidemment, là, les highs, les lows, c'est quelque chose qui nous intéresse. Mais en ce moment, on est un peu dans le néant, on est au point mort. On n'a pas de bias évident sur les plus gros time frames et tout ça, ça complexifie les choses. Ça fait en sorte que vous devez être plus prudent, vous devez vous payer. Ça va causer de la frustration, vous n'aurez pas les runs que vous voulez avoir. Mais éventuellement, lorsqu'on va sortir de cette certaine consolidation-là, qu'on take out les lows ou les highs, ben après ça, on peut avoir quelque chose d'intéressant. Ce matin, quand même intéressant qu'on ait été take-out les lots de la semaine passée. Évidemment, là, on est juste lundi midi, là, faut pas virer fou, mais j'aime quand même là, cette prise de liquidité-là pour l'instant. On verra comment on réagit plus haut. Maintenant, si on va voir en daily, justement, qu'est-ce que je veux dire par plus haut? Ben, cette semaine, c'est pas très complexe. Là. Honnêtement, la up candle de jeudi, que vous voyez ici, jeudi le 14 septembre, je veux que cette chandelle-là offre une résistance. Est-ce que ça sera l'entrée? Personnellement, c'est sûr que j'aimerais que ça soit l'entrée de cette chandelle-là qui donne une rejection. Est-ce que ça sera 50%?
je vous dirais que ça serait pas mal là, le maximum que je veux voir IS aller cette semaine pour continuer à garder une possibilité d'une expansion sur le downside. Donc, j'aimerais que, OK, on rally peut-être là-dedans. Je voudrais pas qu'on passe nécessairement trop de temps là-dessus, puis je voudrais qu'on donne une rejection assez agressive. Par la suite, mon objectif sur le downside, ça demeure un peu le même que la semaine passée. Le swing low qui est ici, ça devient quelque chose d'assez évident. Et vous voyez le petit gap qu'il y a là. Ça, c'est un objectif que je vous mentionne aussi depuis 2 semaines. Si on le regarde en 1 heure, vous allez mieux comprendre. C'est les lots qu'on a laissés dans cette zone-ci la dernière semaine d'août. Personnellement, ça, c'est un objectif que j'ai cette semaine. Si on a à avoir du downside, je m'attends à ce qu'on navigue vers 45,64, 45,65. C'est ce que je voudrais avoir du côté du SP500. À partir de là, il ne faut pas oublier le FOMC cette semaine. On sait que la volatilité causée là-dessus peut vraiment propulser le price action plus loin. Je vous parle souvent de l'OPEX, je vous parle souvent, puis tu sais, ce que je vous dis là, si vous êtes quelqu'un qui écoute ça d'une oreille, qui regarde un peu qu'est-ce que je fais, mais qui se dit, bon, tu sais, que vous comprenez pas vraiment l'essence de qu'est-ce qu'on fait, ben vous êtes comme, il radote donc, ben, il dit tout le temps les mêmes choses, puis tout ce qu'il dit, ça a l'air de jamais fonctionner. La réalité, c'est que le trading, pour faire un forecast d'une semaine plus loin, c'est pas nécessairement qu'est-ce que vous devez faire lorsque vous tradez. Vous devez forecaster puis vous dire, OK, moi, je veux framer mon plan vers là. Par contre, si vous regardez ça depuis 2 semaines, ben, il n'y a pratiquement rien qui se passe. Pourquoi il n'y a rien qui se passe? Parce que nos gros time frames nous disent rien, encore une fois. Donc, on peut pas avoir confiance en daily. Je peux pas avoir confiance au bias que je vous donne maintenant. Vous dire, hey, cette semaine, je suis vraiment, vraiment bearish pour telle raison. C'est pas le cas. Je sais qu'on a eu une gros breakdown vendredi. Et qu'est-ce qu'on a comme par hasard ce matin? On a un certain bounce. Pourquoi? Parce que tout le monde a vu quoi? Un sell-off. Hey, encore une fois, le mot crash commence à trender sur Twitter. Hey, c'est à shorter l'open, on short l'open, on est down, gap down un matin. Qu'est-ce qu'on a? On fait un lower low puis on bounce encore et encore et encore et encore. Par contre, la fenêtre, encore une fois, je reviens avec ce mot-là, mais les semaines après l'expiration, en plus de là, c'est un quad OPEX encore plus important. Si, honnêtement, on n'est pas capable de break it down cette semaine et peut-être début de la semaine prochaine, personnellement, je vais vraiment, vraiment, vraiment être réticent à l'idée de shorter quoi que ce soit jusqu'au temps des fêtes. Ouais, mais là, Matt, tu viens de me dire que tu n'es pas capable de forecaster une semaine, mais tu es capable de forecaster 3 mois. Ben, la réalité, c'est que c'est un peu ça. Si on n'est pas capable de tomber dans les prochaines semaines, puis encore une fois, là, si évidemment il y a un événement ou quelque chose de critique qui arrive, je sais pas, en novembre, ben là, c'est pas la même game, on s'entend, là, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit, puis je le dis souvent, le risque actuellement est quand même plus élevé, je crois, que qu'est-ce que le marché laisse ressentir. Mais qu'est-ce que je vous dis, c'est que les flows, puis les options, puis tout ce que je vous parle, là, ça peut sembler complexe à l'occasion, ben si honnêtement on n'est pas capable de break it down maintenant et qu'on finalement, tu sais, puis je vous parle pas d'un breakdown, je vous parle pas d'aller chercher mon target puis d'offrir un bounce, ça c'est pas un breakdown, c'est un pullback. Et tu sais, il faut toujours mettre quand même les choses en perspective. Si vous regardez le dernier price ici, le move qu'on a eu, on est juste retracé à 50%, on est à l'intérieur de ce range-là et on est à l'intérieur aussi de ce range-là. Donc venez pas vous demander pourquoi que c'est choppy, pourquoi que c'est sideways. Et tant qu'on n'a pas encore décidé quel côté qu'on allait, ben ça donne qu'est-ce que ça donne, c'est très choppy. Donc c'est assez simple honnêtement. Si on n'est pas capable de vraiment décrocher, d'accélérer en dessous de ce swing low-là, personnellement, je ne vois pas comment on peut avoir un breakdown d'ici Noël. Pourquoi je vous dis ça? Ben, encore une fois, là, les saisons, etc., quand on arrive dans le temps des fêtes, le monde parle du Santa Rally, etc. On est peut-être un peu early pour vous parler de ça. Mais il reste que tout ça va se transposer à comme maintenant. Si maintenant on n'est pas capable de prendre l'expansion sur le downside, personnellement, je reviens excessivement bullish. Je ne vous dis pas que je me mets à tout acheter parce qu'écoutez, on peut avoir quand même de l'action sur le downside un petit peu. Mais je vous dis juste que pour avoir confiance à un scénario bearish qui décroche, et pour un décrochage, je ne vous parle pas d'un pullback de 1-2%, je vous parle peut-être de quoi de 4-5%. À mon avis, il faut que ça arrive cette semaine. Si ça l'a arrivé, il faut qu'on rejette assez agressivement milieu du bloc ici. Évidemment, je ne m'attends pas à grand-chose demain, donc lors du FOMC, c'est pas impossible. Pas impossible qu'on wick un peu à l'extérieur non plus, parce que la volatilité qui est causée là-dessus, c'est à ça que ça sert, à fucker un peu tout le monde. Mais je parle peut-être de la fermeture, voir comment on réagit dans cette zone-là, et je voudrais vraiment qu'on s'éloigne rapidement de cette chandelle-là pour voir et avoir confiance en quelque chose de plus important, et qui pourrait à ce moment-là nous framer un bias de plus que comme, OK, au day-to-day. Tu sais, en ce moment, c'est ça qu'on fait. Oui, on day trade tout le temps, mais quand on n'a pas d'indices
importante de la part des gros time frames, ben, il faut être plus prudent, puis il faut jouer des trades de durée un petit peu moins longue et se payer rapidement. Et pour l'instant, c'est encore ce que je vais faire cette semaine. On verra comment on réagit. À l'inverse, on vient de take out déjà le lot de la semaine passée. Si jamais on se met à bouncer, puis honnêtement, j'aimerais au moins qu'on aille chercher ça. Mais la façon qu'on va bouncer, si on n'est pas capable de réaliser le downside, personnellement, je pense qu'on commence à avoir de quoi d'assez solide qui pourrait être intéressant sur le upside. On n'a pas nécessairement de beaux targets, mais je m'attends à ce qu'on aille chercher les highs de l'année de façon assez agressive. Et là, si on parle à plus moyen terme, slash que mon moyen terme est très très court terme, ben ça fit un peu avec le scénario que je vous dis. Si on n'est pas capable de prendre l'expansion down bientôt, comme cette semaine, semaine prochaine, ben je pense qu'on pourrait commencer à framer quelque chose de bullish qui nous amène peut-être, je dis bien peut-être, proche des all-time highs d'ici le temps des fêtes. Donc, c'est mon outlook sur IS. Je vous en donne un peu plus aujourd'hui, là, étant donné que cette semaine, je vais être un peu moins actif, je vais être absent pour le reste de la semaine. Mais c'est ce que je veux voir là, du côté des indices. Si on regarde du côté du Nasdaq, ben écoutez, c'est la même chose. Là. Si vous le regardez en monthly, on est absolument nulle part. Grosse direction, consolidation. Il n'y a pas grand-chose à voir sur les gros time frames pour le moment. Le void qui est ici demeure quelque chose qui a vraiment mon intérêt si jamais le scénario bearish que je viens de vous dire se met en place. En weekly, c'est exactement la même chose. Regardez, là, 2 inside week, un dans l'autre. Ce matin, encore une fois, on est allé take out le lot de la semaine passée, qui est quand même considérable comme prise de liquidité, mais étant donné le sell-off, la fin de la semaine dernière, c'était comme une évidence qu'on aille chercher ça. Maintenant, est-ce qu'on est vraiment capable de bouncer à partir de là? La suite nous le dira. Les niveaux qu'on va surveiller du côté de Nasdaq cette semaine, ben vous voyez là, ce matin, on a essayé d'accélérer down. On est allé juste un petit peu short à ce que j'aurais voulu voir. Le fameux void qui est ici, lui aussi, on passe beaucoup de temps là-dedans. On avait celui-là ici qu'on n'a jamais réussi vraiment à holder comme support. Maintenant, j'aurais aimé qu'on aille naviguer là-dessus ce matin. On n'a pas été. C'est mon objectif sur le short side qui est assez proche, on va se le dire là. Mais si jamais ça a à avoir un low, c'est quelque chose qui va être take out très très rapidement. Par la suite, autour de 15-200, 15-180, niveau similaire ou qui correspond un peu là, à ce que je vous ai montré tantôt sur l'SP500. Si vous regardez les lows qui sont là du début de la semaine, la dernière semaine d'Août, c'est quelque chose que j'ai aussi en tête. Maintenant, si on regarde un peu, là, qu'est-ce que. En fait, c'est exactement la même chose, mais si on n'est pas capable on a perdu ce matin quand même un swing low important. J'aurais aimé qu'on prenne de l'expansion un peu plus. Encore une fois, le FOMC qui est quand même un facteur ici. À partir de là, est-ce qu'on peut vraiment rejeter cette chandelle-là ici, qui est un potentiel bloc aussi sur IS, c'est la même chose que sur Nasdaq. Et potentiellement, si aujourd'hui on arrête d'accélérer, on va avoir créé un void. Par la suite, je voudrais que ce void-là soit maximum retesté, mais je voudrais qu'il soit respecté. Vous comprenez, si je fais juste vous mettre un visuel, là, puis comprenez-moi bien, là, ça en ce moment, c'est pas encore confirmé parce que la chandelle ici n'est pas encore closée. Mais admettons qu'on ferme exactement là, mettons qu'il est 16 heures à ce moment-là, ben j'aime qu'est-ce que je vois parce qu'on take out un swing low et on crée un void ici. Donc à partir de là, j'aimerais ça que ça soit respecté, qu'on voit du downside agressif. C'est ce que je voudrais voir pour un scénario bearish. À l'inverse, si jamais, dépendamment si on le crée ou pas, si on flippe ça, ben j'aime le upside pour aller chercher ces highs-là. Et par la suite, ça va probablement être le début d'un rallye qui pourrait être très intéressant. Le petit gap qui est là aussi pourrait être un target. Juste revenir sur IS pour vous faire le même scénario là. Mais si jamais on crée ce void-là, disons qu'on ne va pas plus haut aujourd'hui, eh bien, ça devient votre référence. Vous voulez voir ça rejeter le prix, combiné au bloc, ça vous donne deux éléments intéressants. Et à l'inverse, si on le crée puis qu'on le blow demain ou après le FOMC puis qu'on le hold, ben là, on peut être très confiant sur le upside. Voilà pour ça. Du côté maintenant des références, c'est là que ça devient un petit peu plus sketch parce que on a le dollar US qui est vraiment, vraiment strong depuis plusieurs mois. Quelque chose qu'on s'attendait, c'est ce qu'on anticipe depuis des mois. Puis on livre target après target après target. Maintenant, c'est sûr que notre focus va être sur le high ici, juste pour vous rafraîchir la mémoire. Là. Prise de liquidité, création du bloc ici, dans un void en monthly. Vous voyez la différence, comment on a un bias en monthly, comment c'est évident. À partir du moment où on a fait le low puis qu'on a offert un rebond, on le savait qu'on était bullish sur le dollar US. Et depuis ce temps-là, on est bullish sur le dollar US depuis comme fin juillet. Donc,
c'est toute la différence versus les indices qui sont dans le néant actuellement. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais c'est curieux parce qu'on est supposé travailler avec les deux. Puis là, il y en a un qui drive vers le haut, puis l'autre qui fait sideways slash up, tu sais. Fait que oui, ça, c'est quelque chose quand même d'intéressant parce qu'on a une grosse divergence. Il faut quand même comprendre que le dollar US et les indices sont finalement drivés par le fondamental aussi. Et le fondamental va toujours, toujours, toujours dominer le technique. Donc, c'est quand même des choses à surveiller parce qu'éventuellement, il y a un effet d'élastique qui peut se faire de façon assez importante. Mais tout ça pour dire que le dollar US est encore fort. Personnellement, je suis encore bullish là-dessus vers jusqu'au high ici, du 8 mars 2023. Donc, personnellement, je pense qu'on va aller chercher ça. J'aimerais qu'on y aille cette semaine. Je pense que ça fit justement avec le scénario, la possibilité de voir du downside sur les indices de façon agressive. Ça fitterait avec un dollar US qui va breaker un niveau critique. À partir de là, évidemment, sur le downside, on a en ce moment, encore une fois, là, créé ce void-là. On le teste actuellement. J'aimerais qu'il hold ici pour aller plus haut. Ça ferait quand même du sens. Si jamais on perd ce swing low-là, c'est pas la fin du monde, mais il faut trouver support là-dedans. Et là, maximum. Mais je voudrais même que si on va jusque-là, ça va vraiment là, rendre les choses un peu plus complexes. Parce que là, on parlait d'un retracement d'un peu plus de 50%. Et on se le dit, là, si le dollar va aussi bas que ça risque d'être dans un scénario où les indices sont quand même assez up. Donc, ça va commencer à rendre les choses un peu plus complexes là, pour aimer un scénario où un dollar bullish. Par contre, encore une fois, le FOMC peut très bien vous faire wicker ça, puis closer ici. Ça, il faut en être conscient de ce genre d'événement-là. Ça va faire des choses un peu focales, mais au final, on va regarder le close, comment on a réagi sur telle zone, puis on va par la suite regarder pour se positionner en fonction de ça. Donc voilà pour le dollar US. Je veux regarder l'euro avec vous parce que je vous parlais depuis quelques semaines de la divergence qu'on avait avec le low qui était ici et à ce moment-là, on avait un higher low sur l'euro et un higher high sur le dollar US. Qu'est-ce qui était une divergence que je mentionnais, vouloir demeurer du moins bullish sur le dollar tant que l'euro n'avait pas breaké son low. Et c'est ce qu'on a fait là jeudi dernier. Donc à partir de là, lui aussi, c'est un scénario assez important. Là. J'aimerais qu'on rejette ce void-là pour aller snapper ça de façon un peu plus violente. Si c'est le cas, on va voir vraiment le dollar pousser fort et ça fera encore une fois du sens avec le scénario qu'on anticipe. À l'inverse, si on break ça, puis qu'on le hold, puis qu'on se met à accélérer dans ça, ben là, on parle de pas juste un bounce, on parle vraiment d'un reversal qui s'amorce sur l'euro. Qu'est-ce qui risque de confirmer le scénario plus bearish sur le dollar et le scénario bullish sur les indices. Donc, c'est un peu ce que je vais surveiller. Du côté du VIX maintenant, le fameux VIX, écoutez, Quadopex, la semaine passée, je vous mentionnais que l'expiration du VIX, je l'avais modifié dans les commentaires, mais l'expiration du VIX, c'était le mercredi, c'était faux, c'est mercredi cette semaine, donc soyez quand même conscients de ça. Grosse divergence du côté du VIX aussi. Vous voyez, on est allé là, en dessous de 13 jeudi passé. Quand même très intéressant. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on fait des lower lows sur le VIX alors que les indices font aussi des lower highs. Donc, c'est quand même, encore une fois, quelque chose de curieux. La volatilité continue à être compressée. Pour avoir une certaine confiance short, je vous le dis, il faut que ça spike. Encore un matin, là, si on le regarde dans 15 minutes, là, le monde, le matin, était excité un petit peu avec le downside. Le VIX faisait fuck all. Et je sais qu'on ne veut pas analyser le VIX trop en détail, puis c'est exactement ce que je vous dis de ne pas faire. Mais regardez où ce qui se situe, puis regardez comment il se comporte lorsqu'on a des breakdowns sur les indices. En ce moment, on est encore dans un marché de buy de dip. C'est pas drôle à dire, mais c'est encore ça. La fenêtre qu'on a actuellement, c'est là que tu veux voir le VIX spiker puis les dips accélérer au lieu d'être rachetés. Donc, est-ce qu'on peut faire ça cette semaine? À suivre. Personnellement, je vous dirais là, qu'il faut que ça arrive. Il faut que ça arrive comme après le FOMC. Il faut que ça soit là. Sinon, je vous le dis, la fenêtre se referme vraiment, vraiment, vraiment dangereusement. Et on risque d'avoir un VIX qui continue à être sideway down alors que les indices vont être sideway up, à mon avis. Donc voilà pour le VIX. On va regarder les yields rapidement. Et beaucoup de gens qui partent en peur avec les yields d'ailleurs. Puis c'est vrai là, que si vous regardez un monthly chart, c'est pas chic. Là. Je suis pas un fan de trendline, mais sur ce genre de référence-là, ça peut juste donner une idée de ce qu'on vit là. On est en train de breaker out, pas juste un peu. Je suis 100% d'accord avec ça, mais ça lag énormément. Tu sais, le scénario bullish que je vous dis, que si jamais on s'en va jusqu'à Noël jusqu'à Noël, si jamais on s'en va jusqu'à Noël de façon bullish, ça veut pas dire que je suis bullish puis que je vois le SP500 à 6000. C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis juste que ça déplace
le potentiel de breakdown éventuel. Je suis pas bullish à long terme actuellement. On s'entend, mon long terme est aussi très court terme. Mais je vous dis juste qu'est-ce que je vois maintenant. Éventuellement, je continue à penser qu'on va avoir un petit shake-out là, sur les indices. Mais je vous dis juste que si c'est pas maintenant, ça risque d'être repoussé probablement après les fêtes. Puis là, si on est rendu all-time high, tu sais, je veux bien croire les gens qui sont comme, hey, c'est un bear market rally. Je sais pas pour toi, là, mais un bear market rally qui s'en va au all-time high, c'est pas un bear market rally. Tu sais, on parle de. Je suis pas prêt non plus à dire le mot bull market, par contre, parce que c'est un marché quand même assez curieux, là. Mais tu sais, si on se fie aux termes spécifiques, techniquement, oui, c'est ça. Mais tout ça pour dire que les yields, ça lag beaucoup. Donc, basez pas des day trades sur les yields. Tu sais, je veux dire, ça va revenir au même que, OK, on a-tu un backing sur les gros time frames avec les indices? OK, les yields sont là. OK, le dollar, il est là. Tu sais, tout va s'ajouter, mais ne basez pas là, juste là-dessus en vous disant ça n'a pas de sens. Parce que si vous dites ça, ben, vous allez vous le dire souvent, puis vous vous le dites déjà depuis probablement plusieurs mois. Donc, c'est important quand même de garder là, une vue d'overall là-dessus, mais pas comme zoomer in. Encore une fois, on a fait un higher high, mais pas capable de prendre de l'expansion comme à chaque fois, là, comme ça ici. Et là, encore une fois, on a la Fed cette semaine, donc on s'attend de voir ça bouger de façon quand même intéressante. Voilà pour l'overview des marchés. Quelques titres, en fait, qui sont exactement les mêmes que la semaine passée. mRNA, j'en reviens là-dessus, j'en parle, ça fait des semaines, voire des mois, là. En fait, depuis mi-août ici. Trade était possible là-dessus. Je vous mentionnais d'attendre la réaction sur le lot là. Pourrait trouver un dip intéressant. Ça a été un petit peu complexe, quand même bien holdé. Bounce de 7-8%. Et là, aujourd'hui, je ne suis pas un fan de ce qui vient de se passer. Breakdown complet. Donc, personnellement, c'est un scénario qui commence à se révalider là, tranquillement. J'aurais voulu qu'on prenne vraiment de l'expansion aujourd'hui suite au break de vendredi dernier. Donc, pas un grand fan de ça, mais je tenais à faire un petit suivi là-dessus. Par la suite, du côté de Meta, dans l'optique, encore une fois, c'est la même chose, là. J'aime rien sur les gros time frames, sur les indices. Donc, je ne suis pas un fan de quoi que ce soit maintenant. Mais je surveille quand même quelques titres et c'est cette façon-là que vous devez prendre ce que je vous dis. Du côté de Meta, c'est exactement ça. J'aime quand même le rally. On le surveille un petit peu plus bas, autour de 300. On a décidé d'aller naviguer un peu plus haut. J'aime la rejection, mais encore une fois, là, vous voulez voir ça être respecté à partir de maintenant. Un peu la même chose que ce que je vous ai montré sur IS. Mais j'aime le potentiel. Mais pour que j'aime le potentiel, il faut que ça soit quelque chose de violent puis très agressif down, de la même façon que sur les indices. Et pour le moment, c'est pas ça. Tesla, très résilient la semaine passée. Je vous parlais du pattern break. On a eu un gap and go. Quand même une très belle run après le gap. On a eu comme un move de 6%. Un peu dans le néant. Lui aussi va devoir attendre qu'est-ce que les indices décident de faire. Mais j'aime le potentiel pour un possible retracement et un autre leg up. À l'inverse, si jamais on s'avère avoir de la grosse faiblesse, ben on va avoir un leg down qui risque d'être très violent lui aussi, parce que là, on a comme un pattern break qui n'aura pas holdé et on pourrait accélérer sur le downside par la suite. Apple, qui est le leader, j'en ai parlé la semaine passée, le rally dans le gap a quand même offert un beau move down, très très faible la semaine passée avec l'événement d'Apple aussi qui était là. À partir de là, ben, on a encore bâti un genre de double bottom, un autre double bottom. C'est des bases que je ne suis pas un grand fan. On a un gap ici. Donc, tu sais, on pourrait peut-être ça va vraiment dépendre des indices, encore une fois. Aujourd'hui, très, très fort, là, hop, 2%, là, vraiment un leader sur les marchés un peu partout. Je veux voir la faiblesse se pointer pour attaquer ces lots-là. En cas de flip de ce gap-là, j'aime potentiellement Apple qui retourne vers les hauts précédents. Donc, pour l'instant, il n'y a rien qui m'intéresse, mais c'est des choses que je surveille. J'ai inclus Nvidia parce que c'est un titre excessivement fort et que si jamais on a un scénario bearish, ben, il faut l'avoir à l'œil lui aussi. Je continue à penser que la façon avec laquelle on a quitté 500 est un peu curieuse, qu'est-ce qui fait en sorte que je ne serais pas surpris qu'on retourne naviguer là-dedans, mais ça, on retourne naviguer là-dedans, c'est assurément avec un marché qui va être assez solide. Donc, à surveiller, on a un gap ici aussi. On a bouncé sur celui-là. Si jamais on perd le lot de ce matin, je pense qu'on peut aller naviguer là-dedans de façon assez agressive, assez rapide. À partir de là, comment on réagit là-dessus va dicter la suite des choses. Netflix aussi, très intéressant la semaine passée, là, j'en avais parlé pour
autour de 4,42. On avait framé un trade là-dessus. Target 1 avait été hit, Target 2 aussi, mais pas le Target 3 qui était lui. Et la semaine passée, sur une certaine nouvelle là, du CEO qui a droppé des commentaires un peu curieux, on a eu quand même un beau setup. Puis tu sais, encore une fois, là, oui, c'est une nouvelle qui cause ça, mais je veux dire, le setup était là. On l'avait regardé ensemble la semaine passée, avant même de savoir que le CEO allait dire de quoi. Donc, tu sais, c'est quand même un très beau trade qui a été possible sur Netflix pour une drop d'environ 10% là-dessus. C'est ce qui complète notre préparation de cette semaine. Écoutez, soyez prudents, encore une fois. Il reste du temps à l'année. Il reste tout le temps une journée après celle-là d'aujourd'hui. Donc, assurez-vous d'être capable de trader le lendemain, tout le temps. Et qu'est-ce que je veux dire par là, c'est protéger votre capital, attendez des meilleures conditions. Si vous tradez là-dedans, il n'y a pas de problème, on réussit à tirer notre épingle du jeu. Mais c'est plus complexe, on prend moins de trades, puis déjà on prend pas beaucoup de trades d'avance, là. 1 à 3 trades par jour, généralement, c'est vraiment le maximum. En ce moment, je vous dirais que c'est vraiment plus 1 ou 0. Je me souviens pas la dernière période de temps où j'ai autant pas pris de trade que ça, dans le sens que, encore un matin, aucun trade, vendredi, aucun trade. Plusieurs journées où oui, j'aime certains éléments, mais il y a d'autres éléments que je n'aime pas, et étant donné que les conditions sont pas favorables, ben, je décide juste de pas peser sur le piton. C'est aussi simple que ça. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vais être absent cette semaine. De retour quand même. Là, je devrais être de retour dimanche pour la Weekly Prep de la semaine prochaine. Rien de garanti. Je vous tiens au courant là-dessus. Je vais quand même être dans le Discord puis naviguer un peu là-dedans cette semaine selon qu'est-ce que les marchés nous offrent. Je vous souhaite une très belle semaine. Soyez prudents et on se parle plus tard. Salut tout le monde.